Bonjour à tous, bienvenue sur Franck-Info. Nous sommes mercredi 10 août. Bien, je vais continuer et clore ce volet réchauffement climatique. Alors, c'est très bizarre. Il y a des tas de scientifiques, chacun avec des théories, bien entendu, mais on va essayer d'être clair et concret. Je viens de voir un article, la planète Mars se réchauffe à la même vitesse que la Terre, que ce que je dis même plus rapidement, et si le niveau de CO2, si le CO2 est coupable de quelque chose, était une conséquence du réchauffement lui-même provoqué par la variation de l'orbite des planètes et par le Soleil. Alors il y a une étude menée conjointement avec l'US Geological Survey, les températures moyennes relevées à la surface donc, de Mars, qu'on appelle la planète rouge, s'accroissent 4 fois plus rapidement que sur Terre. Les chercheurs estiment que la température de surface martienne aurait augmenté de quelques 0,65 degrés entre les années 70 et 80 depuis l'atterrissage donc des sondes américaines Viking et des premiers relevés précis. Donc une des premières conséquences de ce réchauffement a été la diminution des calottes polaires martiennes. Voilà, hein. Donc les glaces polaires de Mars fondent à une vitesse préoccupante. Voilà. Même le directeur de l'Observatoire astronomique de Saint-Pétersbourg affirme que ce réchauffement simultané de la Terre et de Mars n'est pas une coïncidence. Selon lui, ce double phénomène peut être expliqué par des changements au niveau du rayonnement solaire. Voilà, hein. De son côté, un autre scientifique, Colin Wilson, pense que ce sont les changements dans l'orbite martienne qui ont provoqué ce réchauffement à grande échelle. Voilà. Je vous rappellerai qu'aussi Milankovitch a émis une théorie selon laquelle la forme de l'orbite terrestre, son excentricité, il y a des cycles, il y a l'inclinaison de la Terre, il y a l'orientation de l'inclinaison, voilà, hein, ces mouvements se produisent avec des cycles de 22 000 ans, etc. etc. Par exemple, les saisons se décalent légèrement tout au long de l'année. Il y a 11 000 ans, l'hémisphère nord était plus incliné vers le Soleil, et en décembre, et non en juin. Et l'été et l'hiver étaient inversés, voilà. Et seront de nouveau inversés dans 11 000 ans. Voilà, c'est des choses qui se passent. Comme ça, je vous avais expliqué. Alors, je ne résiste pas quand même le futur qu'on nous promet avec toute la pollution pour les batteries. Je vous laisse, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble une toute petite vidéo prise sur la route des vacances avec sur les chargeurs rapides Tesla. Et puis voilà, hein, on regarde. Je vais parler de monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a maintenant 93 ans, professeur au Collège de France, qui a écrit une histoire du climat depuis l'an 1000. Maintes fois réédité, ce livre reste une référence sur le sujet. Et vous allez comprendre un petit peu mon positionnement intellectuel, curieux et concret. Hein. Il avait eu l'occasion de répondre à une interview en 2003. C'était même le journal Libération qui l'avait interviewé à l'époque. Et donc, cette vidéo existe, bien entendu. Et on lui demande, à l'époque, vous savez, bon, il y a eu des grosses chaleurs en 2003, on en a déjà parlé. 1976 et 2003, la canicule avec un taux de mortalité important chez les personnes âgées. Et donc, Emmanuel Leroy-Ladurie, ce grand scientifique, nous dit que pour la canicule, il aurait plutôt tendance à la relativiser, car même si l'aggravation d'un soi-disant phénomène d'effet de serre est une rupture dans l'histoire du climat, qui peut peut-être faire gagner 1 ou 2 degrés, l'actualité d'un été chaud, c'est autre chose. Ce genre de grande sécheresse n'a pas manqué dans l'histoire française. En 1168, la Sarthe a séché, de même l'été de 1351 où le prix du froment a été multiplié par 3 à cause de sa rareté. Voilà. Donc il y avait des moissons et des vendanges très précoces, un vin en faible quantité mais excellent, voilà. Des séries d'étés caniculaires consécutifs, 1331, 1334, 4 étés de suite aussi, 1383, 1385, la première moitié du XVIe siècle, particulièrement douce, où il y avait un petit peu de réchauffement. Voilà. L'été, les glaciers reculent beaucoup, la neige fond très haut. En 1540, beaucoup de témoins habitant les Alpes
l'ont noté. Voilà. Et à partir de 1560, on entre dans une autre période climatique, le petit âge glaciaire. Les étés caniculaires se font plus rares. Voilà. Hein, et il y a des témoins qui évoquent aussi, en 1636, c'était une exception, un effroyable harassement de chaleur pendant plusieurs semaines à Paris. Voilà. Et vous allez voir que ce climat rejoint l'histoire de France. Pourquoi? Parce qu'il y a une précocité et donc un faible rendement des récoltes, donc la rareté du grain qui voit son prix flamber. Donc il y a des phénomènes de disette, voire de famine. Mais la pluie est aussi l'ennemi numéro un, davantage même que la chaleur. L'été pourri est plus redouté que l'été trop chaud. Et donc, en revanche, bien entendu, la mortalité grimpe lors des étés trop chauds à cause de la dysenterie, le niveau des fleuves et des cours d'eau baisse, l'eau puisée pour vivre et boire est plus vaseuse, infectée, polluée, la mortalité est spectaculaire, 500 000 morts lors de l'été 1636 et 700 000 lors des étés caniculaires de 1718-1719, avec même l'apparition de nuées de sauterelles et une forme de climat saharien sur l'île de France. Il n'y avait aucun véhicule qui dégageait du CO2. Hein. D'accord. Ces morts, ce sont surtout les bébés, les petits de l'année. Il y a régulièrement des générations décimées en France par la chaleur. Actuellement, les principales victimes, dans une proportion moindre, ce sont les vieux, parce que, rappelez-vous, cette interview est faite en 2003. Et puis, il y avait aussi des catastrophes, une accumulation rapprochée de catastrophes climatiques. C'est le cas du contexte pré-révolutionnaire en 1787-1789. Se succèdent de fortes pluies à l'automne, la grêle au printemps, 1788, et un été suivant caniculaire. Ce fut explosif, tellement il faisait chaud, ils appellent ça des chaudages, disette, la cherté du grain. C'est à partir de ce moment-là que cette chaleur a mis les gens dans la rue, et cela n'a plus été accepté comme une simple fatalité. Je vais y venir, vous allez comprendre pourquoi. Parce que les Français en période de chaleur commencent à se tourner vers les pouvoirs publics. Les gens se tournent vers l'État. À partir du moment où l'État se mêle de plus près de la vie des gens, ceux-ci sont plus exigeants et plus enclins à dénoncer les incuries du pouvoir central. Ce processus historique accompagne la baisse de la violence. La violence, elle est confisquée par l'État, hein, c'est elle qui impose sa loi. Les interventions de l'État en période de canicule visent essentiellement à conjurer ou limiter les effets de la famine. Dès la fin du XVe siècle, Louis XI tente d'instaurer un contrôle des prix en période de canicule. L'intervention massive vient avec Louis XIV et Colbert, c'est très typique, si vous voulez, de la monarchie absolue, hein. Importation de blé, interdiction d'exporter, instauration de réserves dans les greniers d'abondance. Cela vise aussi à répondre à deux principales accusations des Français en période de canicule. L'État ne fait rien, ou au contraire, ferait tout pour spéculer sur la cherté du blé. C'est ce qu'on appelle au XVIIIe siècle le complot de famine. Et vous allez comprendre. Prenez patience. Plus encore qu'aujourd'hui, les Français à l'époque ne parlaient que de cela. Le climat était le sujet principal des conversations. Les marchés, par exemple, étaient suspendus de nouvelles. On trouve des théories assez tôt, non pas sur des prévisions, mais sur des tendances, les fontes de glaciers, des séries interprétées. Même Madame de Sévigné en parle en évoquant le fait que le procédé du soleil et des saisons a changé pour expliquer une série d'étés caniculaires successifs. Les curés aussi jouaient un rôle spécifique, ils étaient les baromètres de l'époque, prédisant plus ou moins le climat à venir. Voilà, hein. On s'est aperçu qu'on a mis en place des procédures, arrachage de vignes, par exemple, entre 1587 et 1600, ou même constitution de réserves d'eau potable qui commencent dès le XIXe siècle dans certaines municipalités. Donc, je vous dis, ça, ce sont tout ce qu'on peut retrouver dans les interviews, dans les écrits d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Et il se trouve que parallèlement, je lisais un livre, et vous allez voir, on va y arriver. Voilà, La Révolution française, hein, d'accord, par Max Gallo. Hein, bon. Et à la page 104, je vais vous lire quelques lignes, et vous allez comprendre que si nous sommes en République maintenant, quelque part, c'est à cause de la sécheresse, enfin, du climat et des inondations, climat, sécheresse qui ont fait que les gens n'avaient rien à manger.
Page 104. On est à peu près début 1789. On va dire 5-6 mois avant la prise de la Bastille. Vous me suivez? On se défie de la capitale. On a vu entrer, venant de toute l'île de France, un nombre effrayant d'hommes mal vêtus et d'une figure sinistre. Paysans affamés, chassés par la disette, vagabonds déguenillés, armés de grands bâtons. Ils côtoient des dizaines de milliers d'ouvriers sans emploi, jetés à la rue par la fermeture des ateliers. Le pain est si cher qu'il dévore tout l'argent d'une famille, qui ne peut plus acheter autre chose, ni chaussures, ni vêtements, ni meubles. Et les échoppes, les ateliers périclitent. On compte 120 000 indigents à Paris. Et oui, les gens n'avaient plus d'argent pour acheter autre chose. Donc vous pensez bien que les petites échoppes, les petits ateliers qui fabriquaient des chaussures, qui fabriquaient des vêtements, ils ne vendaient plus rien. Donc ils n'avaient plus besoin de leur employés. Ces employés étaient au chômage. Il n'y avait pas de pôle emploi. Donc ça augmentait encore le nombre de miséreux. Et donc 120 000 indigents à Paris, vous vous rendez compte, et cette situation fait craindre des violences. Et la disette qui fait de Paris en ce début d'année 1789 une ville affamée frappe tout le pays. Et, je reviens sur le climat, l'hiver 1789, après une année de sécheresse et des averses soudaines de grêle qui ont saccagé les récoltes, est d'une rigueur extrême, 18 degrés en dessous de zéro. Au mois de janvier, la Seine gèle à Paris et aux Havres, et on manque partout de grains, les foules se rassemblent devant les boulangeries. Chaque boutique est environnée d'une foule à qui l'on distribue le pain avec la plus grande parcimonie. Ce pain est en général noirâtre, terreux, amer, donne des inflammations de la gorge et cause des douleurs d'entrailles, etc., etc. Les autorités ne peuvent maîtriser la situation. Les convois de grains sont attaqués par des bandes menées par des femmes qui sont en tête de toutes ces manifestations qui tournent au pillage, au saccage des maisons des riches, des châteaux et même des couvents soupçonnés de receler du grain. Voilà, hein. C'est à l'époque où il y avait un ministre qui s'appelait Necker, pour ceux qui ont encore bonne mémoire. Voilà, ça c'était dans le livre sur la Révolution française. Donc à force de cette disette, de tous ces événements, ça commençait à chauffer, et c'était évident, c'était très compliqué pour Louis XVI de rétablir la situation. Ça brassait, il y avait ce qu'on appelle le tiers-état, enfin il y avait plusieurs choses, la noblesse qui voulait conserver ses privilèges, le tiers-état, les pauvres gens qui voulaient en acquérir d'autres, et voilà, et ça pétait. Et je peux vous dire que nombreux boulangers étaient accusés de spéculer, et certains étaient tout à fait de bonne foi, faisaient tout leur possible, et des gens ont été malmenés, tués, décapités, découpés en morceaux, tout simplement parce qu'ils étaient boulangers, et que les gens pensaient, fantasmaient qu'ils faisaient du trafic. Voilà, hein, donc c'était un métier dangereux. Alors, on va revenir sur ce qui nous préoccupe actuellement, et vous allez comprendre. Je voudrais quand même signaler qu'en 40 ans, la France a réduit de moitié ses émissions de CO2. Alors, on a beau mettre en place une sobriété française, ça ne sauvera pas la planète. Même, je doute que le CO2 impacte les températures, on va y venir avec les scientifiques Gervais. Mais, d'ailleurs, il nous le dira, en France, en 2020, écoutez-moi bien, la température moyenne a augmenté d'1/10 de degré. Ouais. En 2020, il y avait quoi? Il y avait le Covid, on était tous confinés. Donc, les émissions de CO2 ont baissé. Et malgré cela, la température a augmenté d'1/10 de degré. D'accord? Voilà. Hein? Alors, bien entendu, il est nécessaire de lutter contre la pollution, de préserver la biodiversité. Voilà. Mais l'idée tout simple que tout puisse se régler en instaurant un pass climatique en France, c'est plutôt pour tester le degré de soumission des Français. Voilà. Hein? Alors après avoir été confinés, testés, masqués, injectés, surdosés, maintenant on va couper la Wi-Fi, baisser la clim, éteindre la lumière. Il faudrait peut-être quand même allumer les cerveaux. Hein? D'ailleurs, il y a même un projet de carte avec Mastercard hein, pour encourager l'action climatique mondiale. C'est une start-up qui va évaluer l'empreinte carbone moyenne de chaque bien acheté avec la carte. Sur la carte, il y aura un logiciel qui va déterminer ce que vous achetez et ça vous informera en temps réel sur l'empreinte carbone de ce produit. Évidemment, si vous achetez des produits qui viennent de Chine, je vais y revenir d'ailleurs, ça vous dira qu'il y a un très mauvais indice carbone. Voilà. Mais
C'est pas ça le problème. Hein. Voilà. Hein. On fout l'économie française en l'air, on impose des restrictions dans notre malheureux pays qui est surendetté, qui est désindustrialisé, tout ça pour faire plaisir aux extrémistes écologistes ou ce qu'on appelle les Khmers verts, mais ça ne va pas continuer à réduire la réduction ça ne va pas contribuer à réduire la réduction, effectivement, à la réduction des émissions de CO2, pardon, hein, à réduire les CO2. Alors, je voudrais quand même revenir sur les chiffres d'une autre façon. J'ai déjà mis dans les premières et deuxièmes vidéos, mais le monde émet 35 milliards de tonnes de CO2, dont 10,7 pour la Chine et 4,7 pour les États-Unis. Et la France, elle a 0,26. Elle représente 0,7% du total mondial, moins que le Qatar et les Émirats, qui sont eux 10 fois moins peuplés. Vous voyez ? Il y a 40 ans, les émissions mondiales ne s'élevaient qu'à 19 milliards de tonnes de CO2, dont 1,5 pour la Chine et 4,7 pour les États-Unis, et 0,51 pour la France. Donc nous, on a baissé bien de 50% nos émissions. À l'époque, la France représentait 3% du total mondial. Hein, donc on représente 3 fois moins et on a baissé de 50%. Par contre, la Chine a explosé. Alors maintenant, on va nous dire que c'est les pets novages qui expliquent l'augmentation du gaz carbonique. Mais bon, c'est trop compliqué. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la France n'est pas responsable du CO2 et nos vaches non plus. Hein. On est d'accord. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo en anglais qui expliquait, enfin, vous savez, vous ne devez pas laver les jeans plus d'une fois par mois, les pulls une fois tous les 15 jours. Seule exception, vos sous-vêtements. Parce que les gueux que nous sommes, nous n'avons pas besoin d'hygiène. Hein, d'accord. Et puis, ah oui, je vais vous mettre une vidéo. Ah oui, franchement. Un défilé Yves Saint-Laurent en plein désert avec construction d'une route de 6 km, d'une piscine géante, des climatiseurs d'espace VIP pour faire un avion, 300 journalistes, arlettes et influenceurs. Voilà, hein. Et je crois qu'on a utilisé je ne sais combien de milliers de litres d'eau qui ensuite ont été déversés sur la route. Hein, sur la route. Et donc on a réduit la consommation des gens, des localités alentours. Hein. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais vous passer un monsieur qui est un scientifique qui s'appelle François Gervais, certains m'en ont parlé dans les commentaires sur les précédentes vidéos, qui nous dit qu'il n'y a pas d'urgence climatique, c'est un business sur notre dos qui est piloté par les gens de Davos et donc les USA, et les conséquences de réduire de 40% notre consommation énergétique d'ici 2040 va tuer notre pays et ses habitants. Hein. Lui, il est partisan de nous expliquer que le CO2 permet aux plantes de se développer, de nous nourrir, que le CO2, c'est un facteur pour la croissance des plantes. Et quand il y a plus de CO2, les plantes poussent mieux, et donc nous avons plus d'alimentation. Voilà ce qu'il en dit. Puis, on revient, je fais une petite aparté. Magazine Science et Vie d'avril 1970. La banquise est en chute libre. Une étude récente nous avertit qu'elle pourrait avoir complètement disparu l'été dans 7 ans seulement. Oui, pardon. La température de l'atmosphère s'élèvera de 9 degrés durant le prochain demi-siècle. On ne s'est jamais élevé de 9 degrés. C'était dans le magazine Science et Vie d'avril 1970, effectivement. Rappelez-vous, Al Gore, prix Nobel de la paix, qui avait fait un beau film, il nous disait que la banquise était en chute libre et qu'elle disparaîtrait en l'espace de 7 ans. C'était en 2017 et on a toujours la banquise. Nous sommes d'accord ? Voilà. Hein, je reviens sur le GIEC qui veut toujours réduire nos émissions de CO2. Voilà. Hein, il est bon de noter quand même que la température moyenne de la planète a augmenté depuis le début du XXe siècle de 1%. Et j'en avais parlé la dernière fois, ce qui est très très incroyable, c'est qu'il y a eu une hausse entre 1910 et 1945 de la température de la planète, alors que les émissions de CO2 étaient encore très faibles. C'est pour ça que, comment expliquer qu'il y a une corrélation ? Il n'y en a pas, puisque ça a augmenté entre 1910 et 1945, quand il n'y avait pas encore de circulation automobile, et je vous l'ai dit, en 2020, il n'y avait pas de circulation automobile et le CO2 a un tout petit peu, voilà. Hein, voilà, donc le lien entre le CO2 et la température moyenne est sans doute beaucoup moins évident qu'on ne le dit. Voilà. Hein,
le CO2 est un gaz indispensable à la vie et a de très nombreuses vertus, notamment pour nourrir l'humanité. Voilà, hein. De toute façon, quels que soient les efforts que feront les Français ou les Européens, cela n'aura aucun impact au niveau mondial. C'est inutile. C'est un business. Voilà. Le problème aussi, c'est que tous les biens que nous avons, que nous utilisons, que nous achetons, on les fait fabriquer en Chine, dont l'énergie électrique est très carbonée par des centrales électriques qui fonctionnent au charbon. Voilà, hein. J'avais vu un commentaire aussi qui disait, la personne vit en Asie, en Thaïlande, elle dit, la lutte contre la pollution se limite à la sensibilisation sur la gestion des déchets, et c'est très timide, mais hormis ça, 80% du parc véhicule fonctionne au gazole. L'agriculture, l'industrie, tout est au gazole. Leur priorité est avant tout de bâtir une industrie et pas de se restreindre sur un sujet qui ne fait pas consensus. C'est ce que je vous disais, notamment pour la Chine et pour l'Inde, qui a, je crois, 260 000 personnes qui n'ont pas... 260 millions d'individus qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est ce que je disais dans une précédente vidéo. Voilà. Et puis, rappelez-vous quand même qu'il y a très peu d'industrie en France, donc on pollue pratiquement plus, hein, et les Allemands prospèrent dans ce domaine en brûlant du charbon sans que personne s'en offusque. Ils ont supprimé leur centrale nucléaire. Il semblerait maintenant que le nucléaire français commence à revenir en grâce, même chez les journalistes. Voilà. Hein, et puis rappelez-vous aussi que en 1976, il y avait fait très très chaud, certainement aussi chaud que cette année. Et à l'époque, il me semble que c'est Giscard qui nous avait mis une taxe sécheresse, où on en avait parlé, etc. Et alors, pour vous dire, en Guyane, il y avait eu, je crois, 9 mètres de précipitation, alors que d'habitude, il en tombe 3. Hein, donc, il avait fait 2 fois, 3 fois plus de pluie dans cette année 1976 de sécheresse. Il avait plu énormément en Guyane. Et les Guyanais se sont acquittés de la taxe sécheresse, les pauvres. Voilà. Je vous laisse 3 minutes avec donc François Gerbet, physicien, essayiste français, professeur émérite de l'Université de Tours. Voilà. On va laisser ça 3 minutes. Et puis, je vous mettrai le lien pour l'entretien complet. De toute façon, il a fait plusieurs interviews sur Sud Radio. Il y en a plusieurs. Je vous mets celle dont j'ai en référence, mais il y en a d'autres. Voilà. Sur ce, je pense avoir fait le tour. Vous voyez, et je veux dire, le CO2, j'y crois pas trop. Il y a des efforts à faire, bien entendu, mais certainement pas avec la voiture électrique non plus. C'est pas la panacée. Donc, c'est très très compliqué. Mais en tous les cas, c'est pas en coupant votre Wi-Fi que vous allez sauver le monde. On représente peanuts, je l'ai déjà dit, sur la pollution mondiale. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. C'est un sujet difficile, mais bon, il faut en parler quand même. Voilà, c'est comme ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. N'hésitez pas. Allez, je redis, likez, partagez, s'il vous plaît. Aidez-nous financièrement. Et puis, à la prochaine vidéo. D'accord? Allez, je vous remercie. Au revoir. Alors, sur le bénéfice du CO2, il y a un tiers de nos émissions, ce qu'on appelle les émissions, là je ne compte pas la respiration, les émissions par combustion du charbon, du pétrole et du gaz, un tiers de ces émissions dans l'atmosphère contribuent à augmenter la nourriture de la végétation en général et des plantes nutritives en particulier. Quand on regarde plante par plante, le travail a été fait pour 45 plantes nutritives principales qui constituent 95% de la nourriture des habitants de la planète, enfin de la nourriture végétale, c'est-à-dire céréales, fruits et légumes, eh bien, on aboutit à un bénéfice pour l'humanité des émissions depuis une quarantaine d'années de l'ordre de 3 000 milliards d'euros, dont 500 milliards d'euros pour le riz à lui seul. Voilà le bénéfice. D'accord, oui, ça on n'en parle pas beaucoup. Donc c'est pour ça que vous dites merci au CO2, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Ouais.
Et alors, du point de vue, alors pourquoi, alors expliquez, on revient toujours à ça, pourquoi on ne parle, et chaque fois qu'on parle du réchauffement, chaque fois qu'on parle de la pollution, et pas seulement Greta Thunberg, on dit toujours le CO2, par exemple, on entend encore, et j'ai reçu dans mon émission, mais partout et à la radio et ailleurs, on dit oui, mais vous comprenez, l'essentiel, et d'ailleurs nos responsables politiques, il faut réduire, la France effectivement n'en émet pas trop, mais il faut encore réduire l'émission de CO2. Tout se passe au niveau du CO2, c'est le basculement de CO2 qui va entraîner la fin de la planète. Enfin, tout se passe comme ça. Alors, déjà, pour répondre pour la France, oui. On nous dit que la France s'est réchauffée d'1 dixième de degré de plus. Bon, mais... En combien de temps, ça, dit-on? En 2020. En 2020, oui, c'est ça. Et ça, c'est pas le CO2, puisque les émissions mondiales ont diminué à cause de, du confinement. Du confinement, bien sûr. En revanche, ce que disent les météorologues, c'est que l'année 2020 en France a été exceptionnellement ensoleillée. Oui. Cherchez l'erreur. Oui. Oui. Oui, c'était la plus chaude, c'est vrai, enfin, ou en tout cas la plus ensoleillée. 1 dixième de degré, oui. Oui, 1 dixième de degré, oui, c'est intéressant. Enfin, cela dit, 1 dixième de degré, la température moyenne de la France, c'est 14 degrés. La température moyenne mondiale, c'est 14,5 degrés. Est-ce qu'en ce moment, on met son thermostat chez soi à 14 degrés? Parce que si c'était plus chaud, ça serait insupportable. Ouais. Question, simplement. Ouais.